Alors, voilà, en l'état actuel, ma collection Marcel Proust. Alors bon, c'est très loin d'être exhaustif, hein, c'est même assez limité, hein, voilà, il n'y a pas grand-chose en réalité à part le texte canonique, hein, le texte de la recherche lui-même, et c'est bien le plus important. Donc je vais m'arrêter un peu individuellement sur chaque texte à peu près, enfin pas, non pas chaque édition, mais les principaux ouvrages. Mais en tout cas, tout ça, c'est assez récent pour moi là, hein. Vous voyez, au moment où j'enregistre moi cette vidéo là, euh, ça fait moins d'un an que j'ai commencé à lire Proust. Ça fera un an dans deux-trois mois. Donc, ça veut dire que voilà, en 9 mois de gestation, eh bien, je suis passé de rien sur Proust à tout ça. Je crois que ma seule exception, c'est le Contre Sainte-Beuve, que j'avais déjà, effectivement, parce que c'est un texte critique assez important dans l'histoire littéraire, donc lui, effectivement, je l'avais déjà, et je l'avais déjà, alors pas lu en entier, donc là la différence c'est que maintenant je l'ai lu en entier, mais je l'avais déjà lu sur certains articles, parce que c'est un texte important sur la critique littéraire, sur Baudelaire, sur Flaubert, tout ça. Mais voilà, le reste, effectivement, ça a surgi de nulle part en à peine 9 mois, hein, c'est de l'investissement. Voilà, alors j'ai pu compter sur des mécènes ou des sponsors pour quelques-uns des ouvrages, hein, voilà. Mais sinon, autrement, bah, c'est vrai qu'il voilà, il a fallu se procurer tout ça. Et en plus, là, on ne voit même pas les livres audio qui ne font pas l'objet. Enfin, si, une édition matérielle, mais en tout cas, je ne l'ai pas. J'ai les livres audio sur une application, donc je les ai eus légalement, mais je les ai voilà, en format audio MP3 ou voilà, sur une application. Donc, j'ai pas le petit coffret là de l'intégrale des CD audio de l'édition Telem de la recherche du temps perdu. Alors, quand j'évoquais précédemment les adaptations, je faisais en fait allusion au fait qu'il n'y avait pas des adaptations que à la télévision ou au cinéma de la recherche du temps perdu. Et j'évoquais rapidement les BD d'un certain Stéphane Huet. Bah écoutez, les voilà, les BD. Donc j'avais dit que je commencerais par ça. Finalement, je ne sais pas si c'est très pertinent parce que bon, on va peut-être d'abord commencer par le texte lui-même. Ce sera fait. Mais voilà, on va s'arrêter sur ces adaptations en BD de Stéphane Huet qui pour l'instant se sont arrêtés à deux tomes, hein. Voilà, on est rendu au deuxième tome, Les Jeunes filles en fleurs. Deux tomes sur sept, hein. Donc en gros, la BD, elle en est rendue là, sur tout ça. Donc, bon, autant dire qu'il reste encore pas mal de boulot. Mais bon, c'est déjà très très bien. Voilà, donc je reviendrai là-dessus. Peut-être du coup, en effet, voilà, m'arrêter un instant sur le texte principal. Alors, le texte intégral de la recherche du temps perdu existe évidemment en plusieurs éditions, hein, parce que c'est un texte maintenant libre de droit. Donc voilà, tout le monde peut l'éditer techniquement. Donc plusieurs éditeurs se sont attaqués à ça. En fait, tous les principaux, là je vous renvoie un petit peu à ma longue vidéo sur lire des classiques, quelle édition choisir, parce qu'en fait on retrouve tous les grands Manitou, hein, voilà, déjà évidemment, donc là, ici il s'agit de Gallimard, collection folio classique. Mais aussi, on retrouve La Recherche du temps perdu chez Hachette, hein, donc le groupe Hachette qui détient Livre de Poche. Donc vous avez Livre de Poche qui édite aussi l'intégralité de La Recherche du temps perdu de Proust. Et on a aussi Flammarion, hein, et donc le groupe Interforum qui édite dans Flammarion en GF, hein, édition GF, un Garnier Flammarion, La Recherche du temps perdu. Donc ça fait déjà en fait déjà les trois principaux éditeurs de livres de poche sont sur le coup. Et il y a même Pocket, hein, édite La Recherche du temps perdu en livre de poche comme ça, pareil en volume séparé. Donc en livre de poche, il y a le choix. Alors moi je me suis dirigé vers Folio Classique parce que j'ai mes petites habitudes à Folio Classique, même si je le disais hein, dans la vidéo sur les éditions, je lis de plus en plus du livre de poche parce que c'est vrai qu'il y a des notes intéressantes. Je suppose que dans l'édition de la recherche de livre de poche, il y a des appels de notes pertinents, de contexte, voilà, des explications, des choses comme ça qui sont intéressantes. C'est vrai qu'il aurait pu être pas mal. Bon, ça fait quand même 7 tomes à acheter, donc c'est un budget, parce qu'en gros, c'est à peu près 10 euros le tome, là, vu que c'est assez épais. Donc imaginez, il y a quand même pour 70 euros de recherche du temps perdu. Si vous voulez les trois éditions, la folio classique, la livre de poche et la Garnier Flammarion, bon, ça fait un petit budget quand même, quoi. Il fallait faire un choix. Moi, je me suis tourné donc vers Folio Classique pour plusieurs raisons.
Voilà, de la plus superficielle à la plus pertinente, entre guillemets. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de notes, et les notes en plus sont rejetées à la fin, donc c'est pas pour les notes, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas d'appareil critique renversant. Les introductions de préface sont généralement un peu plus verbeuses, moins précises ou pertinentes, je trouve, que dans un livre de poche ou un Garnier Flammarion. C'est vraiment très pédagogique. Donc pareil, c'est pas vraiment, encore une fois, pour le dossier critique. En revanche, généralement, je me tourne vers Folio Classique pour des questions de confort de lecture, parce que le papier a la bonne couleur, la bonne texture, la bonne épaisseur, c'est très agréable, parce que la taille d'écriture en fait est bien. Alors ça je vais y revenir parce que là pour le coup ça se vérifie pas vraiment pour Proust. Et puis tout bêtement, alors pourtant je suis pas fan d'habitude de l'art contemporain en couverture pour des éditions de classiques. Je trouve généralement que c'est plus pertinent de mettre un tableau, quelque chose d'un petit peu comme ça, un petit peu historique, un peu classe. Mais c'est vrai que là, je trouve ça plutôt joli. Je sais pas pourquoi, ça me parle, j'aime bien. Je trouve que c'est assez élégant d'avoir choisi ces couvertures. J'aime moins les couvertures d'avant, de la recherche. Avant, ils avaient mis effectivement des tableaux un peu classiques. Et je trouve ça un petit peu plus austère. Là, je trouve qu'en fait, ça met un peu de couleur et de modernité dans la recherche du temps perdu. Un peu d'abstraction aussi. Et comme c'est un texte qui peut volontairement être, enfin volontiers être abstrait et moderne parfois, je trouve que c'est pas si bête. Alors, moi en tout cas j'aime bien, je sais pas pourquoi. Donc je me suis laissé tenter par ces éditions, et en partie aussi pour un truc. Alors, je vais vous expliquer un peu le truc, ça c'est très important. Je sais pas quel exemple je vais prendre, hein. Je vais prendre les jeunes filles en fleurs si on veut. Voilà, les jeunes filles en fleurs, mais tous les volumes sont concernés, hein, je précise. La particularité en fait de Gallimard, c'est qu'ils ont mis à la fin de leurs éditions, et je crois que c'est les seuls à l'avoir fait, un truc extrêmement utile, précieux, qui me sauve la vie, qui m'a rendu cette lecture tellement plus insouciante, tellement plus légère pour moi qui prends tout le temps plein de notes pour mes fiches. C'est ça. Alors on voit pas très bien en fait, hein. Je vous le montre, hein, mais en fait je crois qu'on va pas voir très très bien. Si, pas trop mal, ouais. Et bien ça en fait c'est le résumé détaillé de chaque volume. Chaque volume a plusieurs pages de résumé détaillé. C'est le résumé détaillé vraiment l'essence de l'œuvre, du volume. Regarde, avec les séparations par partie et le détail des résumés. Et donc, ça c'est génial, parce que c'est une espèce de sommaire détaillé, c'est pas seulement chapitre 1 ou partie 1, parce que Proust, il y a des parties, mais il n'y a pas de chapitre. Il y a des parties, mais il y a très peu de chapitres. Proust, c'est des blocs entiers de texte, sans saut de ligne, sans saut de page, sans chapitrage, c'est vraiment mastoc. C'est mastoc, Proust, c'est du texte continu. Donc, vous êtes lâché comme ça dans des centaines de pages, sans aucune balise. Donc, ça peut être compliqué de s'orienter dans le texte. Donc, c'est extraordinaire ce résumé. Et on peut du coup très facilement identifier un passage, trouver un passage, parce que tout est paginé. Et donc, c'est vrai que ces résumés détaillés sont extrêmement précieux. Moi, je m'en suis emparé, je les ai numérisés, j'ai trouvé la version numérique, et du coup, j'ai pu les légender avec des couleurs selon les thématiques, etc., pour encore plus m'orienter dans le texte, pour vraiment améliorer mes fiches de lecture. Mais normalement, moi, c'est un travail que je fais moi-même, ça, parce que les écrivains, les auteurs ne le font pas. Et j'ai juste eu en fait à légender un petit peu, mettre en souligné ou en gras les passages que moi je relevais. Mais le travail de résumé était fait, et ça, moi, pour ma lecture, ça a été génial, parce que je lisais en me disant, ah, j'ai pas de notes à prendre. Oh, c'est bon, j'ai déjà tout le résumé détaillé qui est fait, parce que c'était un de mon travail de chien. C'est bon, je récupère juste le résumé de Proust, et c'est bon, j'ai juste à profiter de ma lecture, et je verrai ça après. Et donc ça, c'est pour cela, ces éditions pour moi étaient indispensables. C'est vraiment l'argument essentiel, je crois, ça a été ces résumés. Euh, mais bien sûr, voilà, bon, le côté esthétique des éditions a joué quand même. Alors, il y a une réserve concernant ces éditions de folio classique de Proust, c'est la typographie. Alors, les premiers tomes, ça va. Quand vous regardez du côté de chez Swann, alors vous n'allez peut-être pas vous trouver ça flagrant hein, à l'image, hein, je ne sais pas, et vous constatez que le texte est de taille très raisonnable, ça se lit très confortablement, on retrouve les avantages vraiment d'un folio classique avec des bonnes pages et tout. Très sympa, ok. Check pour du côté de chez Swann. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, même phénomène. Voilà. Bon, le texte est très compact, hein, ça c'est Proust, hein, voilà. Mais au moins, on a une taille d'écriture très raisonnable, donc c'est lisible, c'est agréable. Voilà.
Nickel. Le côté de Guermantes, ce n'était pas le cas encore il y a quelques temps, mais une nouvelle édition in extremis, une nouvelle impression de cette édition a fait que ça y est, le texte aéré, pareil, enfin aéré. Autant que faire se peut chez Proust, hein, encore une fois c'est ma stock, hein, c'est du texte continu, mais on a une écriture, une typographie qui est de taille raisonnable. Donc ça va. Mais les choses se compliquent à partir de Sodome et Gomorrhe. Et là, c'est la caca, c'est la caca, c'est la catastrophe. Parce que tout d'un coup, l'écriture devient minuscule. Alors ce ne sera pas flagrant pour vous, vous ne verrez pas la différence flagrante à la caméra, je le sais, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est minuscule. C'est gras et minuscule en plus. C'est l'impression bien grasse, bien dégueulasse, et c'est minuscule. Alors oui, ça évite que le volume soit trop épais, mais ça se fait parce que Guermantes il est méga épais. Hein. Guermantes c'est un pavé, hein. Voilà, c'est un pavé Guermantes. Hein. Donc Sodome se retrouve moins épais alors qu'il est aussi long normalement. Mais évidemment avec une écriture tassée comme ça, non mais là c'est vrai que ça fait vraiment, le truc vraiment calé comme ça, serré. Et tout est pareil par la suite. Tous les derniers volumes de la recherche, les 4 derniers, sont écrits minuscules comme ça. Et ça craint. Voilà, vraiment, ça tue les yeux. C'est pas joli. Ça ne rend pas service au texte parce que du coup, la lecture est plus pénible, donc plus fastidieuse. Proust aurait détesté. Parce que je sais que Proust, quand la recherche était éditée, il était assez attentif à la respiration du texte, à la police d'écriture. Je sais qu'il s'était plaint d'une édition, et c'est en partie pour ça qu'il s'est résigné aussi à séparer son histoire comme ça, à la diviser à ce point-là, parce que Proust n'avait pas du tout aimé que l'écriture soit toute petite et que ce soit inconfortable dans une édition. Donc Proust lui-même n'aurait pas du tout aimé ça. Il aurait dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est écrit tout petit, on comprend rien. Il n'aurait pas aimé ça. Petite précision en passant, depuis l'enregistrement de ce podcast et même son montage, eh bien, en passant devant un rayon Proust, hein, que je regarde toujours un petit peu par réflexe, comme ça, au cas où, s'il y a des petites nouveautés, des choses, et bien justement, mon attention a été attirée par un exemplaire de Sodome et Gomorrhe qui avait l'air plus épais que celui que je connaissais. Et tout de suite, j'ai pensé, ça y est, ils l'ont fait, ils ont mis à jour aussi Sodome et Gomorrhe, il y a une nouvelle édition, une nouvelle mise en page, et ça n'a pas manqué. Et j'ai pas été déçu, hein, parce qu'effectivement il y a une très nette différence en termes de taille, de police de caractère, hein, en termes de typographie. Et en plus même c'est moins gras, hein, vous voyez, hein, non seulement les caractères sont plus espacés, sont plus aérés, sont plus larges, mais il n'y a pas ce côté tassé et gras des lettres, hein, donc vraiment c'est beaucoup plus confortable, en fait beaucoup plus normal, hein, ça ressemble simplement à une édition folio classique normale et non pas un truc archaïque. Et pour vous dire la très nette différence que cela donne en termes de volume, hein, à quel point ça espace le texte et à quel point ça grossit le volume, on passe d'un tome de 645 pages à un tome de 887 pages. Donc ça fait 242 pages de différence. Alors que, à part ça, c'est la même édition. C'est le même texte, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de nouveau dossier, hein, c'est exactement la même chose. C'est juste la taille de police de caractère qui fait toute la différence. Donc vous vous rendez compte un petit peu à quel point elle a été augmentée, à quel point le texte a pu être aéré pour simplement passer à 240 pages supplémentaires juste en modifiant la police de caractère. Pour vous dire à quel point ça fait du bien. Alors oui, le volume est un peu plus épais, un peu plus mastoc, mais au moins, voilà, au niveau des pages, ça fait une vraie nette différence de confort de lecture. Donc c'est tout frais, hein, puisque c'était imprimé en février 2022. C'était marqué achevé d'imprimer en février 2022, donc c'est méga frais par rapport au moment où j'enregistre ce podcast. Et donc ça laisse augurer que Gallimard est bien en train de renouveler les mises en page des volumes de la recherche du temps perdu, doucement mais sûrement. Et donc en février 2022, ils en sont à Sodome et Gomorrhe. Et donc on peut imaginer en fait que d'ici la fin d'année 2022, hein, qui est justement celle du centenaire de la mort de Marcel Proust, eh bien ils auront renouvelé toutes les éditions. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on va finalement avoir des éditions aérées, avec une taille de typographie raisonnable, pour tous les volumes de la recherche en folio classique. La mauvaise, eh bien, c'est qu'on est bon pour racheter les volumes si on les a déjà. Voilà. Donc ça fait des dépenses supplémentaires si on veut être puriste. Mais c'est vrai que ça peut valoir le coup en termes de confort de lecture. Donc voilà, je m'y collerai. Je me suis procuré
le Sodome et Gomorre, hein, voilà, j'ai dû le racheter une deuxième fois. Et je ferai pareil donc pour La Prisonnière, Albertine disparue et Le Temps retrouvé. Donc il n'y a plus vraiment de raison de se priver des éditions folio classiques pour Proust. Il y a un résumé détaillé, il y a une typographie correcte, la couverture contemporaine est à la fois sobre et jolie. Les éditions sont établies par les plus grands spécialistes. Donc voilà, il y a apparemment de raison de se priver, sauf si on aime vraiment les notes. Alors là, si vraiment vous voulez des notes très pédagogiques, il faut vraiment aller vers Livre de poche ou alors Gagner Flammarion. Gagner Flammarion, attention, ils ont tendance à en fait, diviser les volumes en deux, hein, parce qu'ils font des éditions très annotées, donc du coup, en fait, ça divise encore en deux les volumes. Donc en fait, vous pouvez passer de 7 volumes à 14, parce que chacun est divisé en deux, surtout les plus gros comme Guermantes. Voilà, après, c'est à chacun de voir hein, ce qu'il préfère, comme d'habitude, hein, c'est très personnel. hein. Mais bon, voilà, là, faut faire des choix, hein. On peut pas tout acheter, quoi. Alors, avant de m'arrêter un instant sur les livres audio, mais ce sera très rapide. euh, donc, il y a d'autres éditions, hein, voilà, en folio classique. Donc, bon, moi, ça, c'est le premier Proust que j'ai acheté. Alors, si je compte pas Contre Sainte-Beuve, pardon. Il y avait Contre Sainte-Beuve que j'avais depuis très longtemps. Mais ça, c'est le premier Proust que j'ai acheté. Vraiment, quand je m'y suis mis, c'est Un amour de Swann, voilà, en édition autonome. Voilà, donc ça coûte même pas cher, ça coûte, je crois, 6-7 euros. C'est vraiment le petit poche, tranquille. Voilà. Donc, en plus, édition de Jean-Yves Tadier, le grand spécialiste de Proust en France. Donc, voilà, il nous présente ça. Et puis, taille d'écriture très correcte, très agréable à lire, là, vraiment, très, très lisible. L'épisode est détaché. Donc voilà, très très pratique d'avoir Un amour de Swann comme ça. Donc ça c'est ce que j'ai lu en premier. Puis bah, comme j'ai aimé, je me suis procuré du côté de chez Swann. Et puis les jeunes filles en fleurs, puis après c'était parti. Bon, donc du coup, Contre Sainte-Beuve. Alors ça c'est un folio essai. Hein, folio essai. Ce n'est pas folio classique, parce que du coup c'est un essai contre Sainte-Beuve. Même s'il y a un petit côté fiction, on entend déjà parler des guermantes, etc. Il y a tout un aspect fiction qui préfigure la recherche du temps perdu. Euh, mais voilà, c'est un texte important parce qu'il y a plein de bases théoriques qui vont être utilisées dans la recherche, parce qu'il y a plein de choses qui ont fait date. La fameuse critique de la critique justement qui confond, qui amalgame l'auteur et l'œuvre et l'auteur, qui confond le moi de l'écrivain et le moi en société. Voilà, théorie qui sera appliquée dans la recherche, parfois avec une insistance quasiment, pas lourde, mais exagérée quasiment, voilà, hein, de montrer à chaque fois qu'on est surpris par l'écrivain qu'on croyait être comme ça, l'image de son œuvre, et finalement on est surpris comment il est, comme Bergotte, ou alors quelqu'un au contraire qu'on croyait stupide, ridicule, et puis finalement on découvre que c'est un grand artiste. Bon, cette démonstration, en fait, il y a aussi Madame de Villeparisis, la façon en fait dont elle croit connaître les écrivains parce qu'elle a mangé à leur table et qu'elle les a connus dans la vraie vie, donc elle pense que du coup elle comprend leur œuvre. Voilà, il y a plein comme ça de traces de Contre Sainte-Beuve euh, dans, dans la recherche, hein, parfois même des extraits réadaptés. Hein, la discussion de Proust avec sa mère sur la littérature devient une discussion avec Albertine sur la littérature et le génie des écrivains hein, dans La Prisonnière. Euh, voilà, donc bon, c'est un texte important sur le plan critique qui a fait date. Hein. Il est connu de toute façon le titre, hein, Contre Sainte-Beuve, et on entend parler en lettres hein, quand on est étudiant. Euh, hop, alors, ça c'est journée de lecture. Euh, hop, voilà. Ça c'est un texte très court. Hein. Vous avez vu un petit peu, c'est écrit gros et ça fait à peine. C'est des folios classiques, ça enfin, à 2 euros. Voilà, prix 2 euros. C'est 70 pages, donc c'est très court. Et en fait, ça, c'est une préface de Marcel Proust pour une traduction de Ruskin. C'est quelqu'un il a fait comme Proust avec Edgar Allan Poe, il a traduit pendant des années un auteur, philosophe qu'il aimait beaucoup. Et bon, bah, il en profitait pour faire beaucoup de théories personnelles, et donc du coup, il a fait cette préface, cette introduction. Ça s'appelle Journée de lecture, en fait, où il s'intéresse à la lecture, et il répond à cette question: est-ce que la lecture, c'est si important que ça? Est-ce que la lecture, c'est quasiment la question que j'ai traitée, faut-il lire hein, en vidéo, où je disais non. Proust dit quasiment la même chose, si je puis dire. En tout cas, il relativise l'importance de la lecture hein. Proust, dans ce texte, voilà, veut nous dire que, bien sûr que lire, c'est important, mais comme il le dit, la lecture n'est que l'entrée, la porte d'entrée dans la vie spirituelle. Ce n'est pas la vie spirituelle. Il s'en prend en fait aux gens qui pensent que la lecture est une fin en soi. Pour Proust, la lecture est un moyen, et en ça, il parle comme un écrivain. Et c'est vrai que pour moi, c'est aussi pour ça. Moi, la lecture, c'est aussi ça pour moi. La lecture n'est pas une fin. Pour moi, la lecture, c'est un moyen. Je me sers des textes parce que je cherche quelque chose.
et que je cherche parfois à accomplir quelque chose, à créer quelque chose, simplement des réponses précises et un départ de réflexion. Et c'est exactement ce que défend Proust. Donc on est complètement d'accord, je suis complètement d'accord avec Proust. La lecture n'est que le seuil de la vie spirituelle, ce n'est pas la vie spirituelle elle-même. On ne peut pas s'arrêter à la lecture pour penser. C'est le déclencheur ou l'aliment de la pensée, la lecture. Et donc Proust voilà, s'arrête sur ça. C'est le message de ce texte et c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Alors on continue hein, notre petite exploration des éditions. Alors avec donc ce petit ouvrage, ce petit livre, donc NRF, hein, Revue Blanche hein, de Gallimard, l'édition blanche, et donc ça vous avez vu le questionnaire de Proust. Alors, donc ce n'est pas un livre, hein, c'est pas un texte, c'est pas de la fiction, y a pas de texte dedans. C'est juste un carnet en fait. Hein, c'est un carnet ça, un carnet. Alors ça coûte pas cher, hein, je sais plus, grand max, je sais plus si ça coûte 5, 6, 7 euros. Grand max 9, peut-être 5 ou 4, je sais pas, je sais même plus combien ça coûte, hein, mais c'est pas cher du tout. Et en fait, eh bien c'est un carnet de notes. Et alors, il y a Jean-Yves Tadier qui fait un petit mot d'introduction, encore une fois, le spécialiste de Proust en France. Hein, Jean-Yves Tadier qui fait un petit mot, il nous explique un petit peu le contexte du questionnaire de Proust, hein, d'où ça venait, que c'était une petite revue à l'époque, où il y avait un quiz à la fin, en fait. Hein, c'est un peu comme si aujourd'hui on achetait une revue, il y avait un quiz à la fin, un test de personnalité, en gros, hein, comme aujourd'hui on en ferait. Puisque Proust, en fait, il essayait quand il était jeune, et que là, en gros, ils ont reproduit les réponses de Proust, le questionnaire et les réponses de Proust à différentes époques. Et en fait, du coup, vous pouvez mettre vos propres réponses, ce que j'ai fait. Voilà. Et en plus, moi, comme j'ai fait le test à plusieurs étapes de ma vie, alors je l'ai fait en 2010 et je l'ai fait en 2018 le test. Et je sais que je l'avais fait avant, je l'avais fait je crois en 2006. Mais j'ai perdu mes réponses de 2006. C'est-à-dire quand j'avais, pour ma part, en 2006, j'avais 18 ans. Donc j'ai perdu mes réponses de 18 ans, mais j'ai mes réponses de 23 ans et j'ai mes réponses de 30 ans. Voilà, donc du coup, voilà, donc j'ai écrit mes réponses, hein, voilà, elles sont là dans le carnet, hein, voilà, j'en ai profité. Euh, voilà, donc c'est tout bête, hein, c'est un goodies, hein, ça c'est ça, on est dans le goodies. Hein. Quand je vous parlais d'un business Proust, hein, il y a un business Proust, il y a, comme pour tout écrivain populaire, enfin à la fois classique et populaire, en fait, qui est à la fois classique et en même temps partie intégrante de la pop culture, qui est aussi connu, eh bien, il y a forcément un business de texte, voilà, et donc voilà, ça fait partie du petit business, voilà. Mais c'est très bien que Gallimard fasse ça, parce qu'au moins on a le test de Proust, enfin le questionnaire, et puis on peut, voilà, s'essayer à y répondre. Voilà, donc bon, c'est du bonus ça. Alors, les plaisirs et les jours. Hop, les plaisirs et les jours. Alors, en plus, dans une édition très particulière, parce que je n'ai pas l'édition, pour le coup, des plaisirs et les jours, j'ai pas l'édition folio classique que d'habitude je peux avoir. Euh, Parce que, en fait, les plaisirs et les jours, ça existe comme ça, en édition folio classique, à ce format-là, basique, etc. Je ne l'ai pas dans cette édition-là, j'avoue, je ne l'ai pas encore. Moi, j'ai cette édition-là. Alors, c'est-à-dire, certains diraient que c'est quand même mieux, hein, que ça a encore plus de gueule. Et pour cause, en fait, cette édition, c'est très particulier. C'est Bernard de Fallois, qu'on retrouvera avec ces ouvrages-là, hein, ces ouvrages critiques-là. Bernard de Fallois, un des spécialistes de Proust, maintenant il est mort, hein, mais voilà, il est mort assez récemment. C'était un des grands spécialistes de Proust, un de ceux qui a beaucoup fait éditer des textes de lui, qui a fait éditer Jean Santeuil, qui a trouvé des manuscrits disparus, tout ça. Enfin voilà, Bernard de Fallois, on lui doit beaucoup sur comment les manuscrits de Proust qu'on avait perdus, qu'on a retrouvés, etc. Et des éditions comme ça, de textes complémentaires. Et donc Bernard de Fallois a entre autres établi cette édition qui est un facsimilé, hein, ce qu'on appelle un facsimilé, de l'édition originale des les plaisirs et les jours de Marcel Proust. Donc c'est un texte qui est, si je ne me trompe pas, paru en 1896, un truc comme ça. Donc Proust avait en gros 25 ans. Hein, donc c'est un texte de jeunesse de Proust, Les plaisirs et les jours. Voilà, l'édition de Fallois, Paris, etc. Vous voyez, donc c'est vraiment l'édition, voilà, facsimilé de l'édition originale, donc Les plaisirs et les jours, Marcel Proust. Illustration de Madeleine Lemaire, qui était une amie de Proust, qui fait les dessins dedans, qui sont magnifiques, qui était dessinatrice. Préface d'Anatole France. Alors Anatole France, qui était une des idoles littéraires de Proust, qui était, on considère un peu son maître. Alors c'est marrant parce que l'élève a dépassé le maître bien largement en renommée et en postérité.
et 4 pièces pour piano de Reynaldo Hahn, qui était un des meilleurs amis de Proust, qui était un ex, en gros. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est un ex de Proust, en fait, et c'est un ex avec lequel il est resté pote. Voilà. Ils correspondaient ensemble, ils avaient une correspondance très joyeuse ensemble, surtout du côté de Proust, qui aimait bien amuser Reynaldo Hahn en disant des bêtises. Et voilà. Donc Reynaldo Hahn, c'est un chanteur et pianiste, enfin musicien. Il composait des petites chansons un peu rigolotes comme ça, un peu voilà d'époque et tout. Et voilà. Et donc Les Plaisirs et les Jours, c'est une espèce de recueil de nouvelles, mais c'est même plus que ça, parce que c'est très particulier comme œuvre. C'est vraiment composite. Voilà. Moi je dirais que c'est une œuvre composite, parce que c'est un mélange de fragments, de nouvelles, de petits poèmes, de partitions de musique, de dessins. Et ça fait une espèce comme ça de livre un petit peu insolite et très joli, très bel objet. C'est vraiment un objet livre, on peut le dire, hein, vraiment. Alors, vous voyez, ça c'est Un dîner en ville, par exemple, c'est une des nouvelles. On reconnaît l'illustration d'Un dîner en ville. Voilà, vous voyez les illustrations de Madeleine Lemaire, où il y a beaucoup de fleurs, elle est très spécialiste des fleurs, etc. D'ailleurs, il fait une jolie allusion comme ça aux fleurs délicates de Madeleine Lemaire, ou je crois que c'est Anatole France dans sa préface peut-être qui dit ça. Voilà, donc Confession d'une jeune fille. Donc ce sont des textes assez connus. Dedans, on retrouve donc des nouvelles de Proust hein, quand il était jeune, dont certaines sont encore assez connues comme La fin de la jalousie. Ça, c'est le dernier texte du recueil, La fin de la jalousie. Vous voyez, déjà, en prémisse, hein, des thématiques de la recherche du temps perdu, hein, la fameuse jalousie. Donc là, on a la fin de la jalousie comme texte. Hein, donc, vous découvrirez comment s'achève la jalousie, euh, comment elle commence et comment elle s'arrête. Très intéressant. C'est très court, hein, c'est que des textes très courts. C'est vraiment des petits fragments, ça se picore. Hein, ça c'est clairement ça se picore. Vous pouvez le lire dans le désordre, vous pouvez le lire euh, en faisant des pauses et tout, parce que c'est vraiment des textes indépendants les uns des autres. Hein, c'est pas une lecture suivie spécialement. Donc ça se picore. C'est vraiment un livre qu'on pose sur une table et on lit un texte de temps en temps, où on en relit un, on regarde des illustrations, on se promène dedans. Si on sait jouer du piano, on peut s'amuser comme ça à jouer les partitions de Reynaldo Hahn. Voilà, enfin c'est un texte charmant, c'est un bel objet, c'est un très très bel objet. Voilà. Alors, ce texte en plus c'est intéressant parce que Proust il s'est battu pour ce texte. Littéralement, il s'est battu. Alors, il s'est battu, bon ça va pas trop tourner au sang, mais en gros, quand Proust publie ce texte en 96, bon, les critiques sont pas très tendres avec lui parce que on sait pas d'où il sort ce mec, on trouve pas que le texte est grandiose. Et surtout, bon, Proust a déjà une petite réputation un peu mondaine, et puis on connaît ses fréquentations, on sait qu'il est... Bon, les gens, certains savent qu'il est déjà il est homosexuel, et certains savent qu'il fricote avec le fils de Daudet, d'Alphonse Daudet. On connaît sa proximité avec Anatole France, tout ça, et en fait, du coup, certains, dont un critique, se sont laissés aller à quelques éreintements, comme on dit à l'époque, hein, il s'est fait un petit peu éreinter, dont par un certain critique qui a fait une allusion un peu malséante à ses fréquentations, à peut-être son homosexualité, et éventuellement à un côté un peu pistonnage, en gros, un petit côté piston, en gros, sous-entendu que Proust aurait des fréquentations qui lui permettraient de se faire éditer, lui, alors qu'il écrit, c'est pas spécialement génial ce qu'il fait, voilà, et qu'il peut remercier en gros ses fréquentations, il peut remercier avec qui il couche, quoi, en gros, hein, voilà, il peut remercier avec qui il couche et ses fréquentations. Et donc, bah, Proust n'a pas du tout apprécié cette insulte et cette allusion, et du coup, duel, il y a eu duel. Proust a participé à un duel, chose que sa servante Céleste Albaret avait du mal à croire. Hein. Elle raconte dans une anecdote, hein, dans ses enregistrements audio magnifiques dont je vais reparler. Mais Céleste Albaret en fait raconte que Proust lui avait fait allusion à ce duel. Ouais, de toute façon, je me suis battu de ça, j'ai fait un duel. Puis, vous, monsieur, vous avez fait un duel? Mais non, je vous crois pas, c'est pas du tout votre genre, ça vous ressemble pas. Mais si, Céleste, voyons, j'ai participé à un duel, pourquoi ça vous étonne? Voilà, donc effectivement. Alors, il n'y a pas eu un vrai combat, hein, ça arrivait parfois pour les duels. On fait le cérémonial du duel, on se réunit, on se retrouve, on est prêt à se battre. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on tire une balle en l'air chacun. L'honneur est sauf, on a fait le rituel et en même temps, bon, on s'est pas tué, on s'est pas taché les vêtements avec du sang, voilà, ça reste propre. Voilà, mais en tout cas, voilà, donc les plaisirs et les jours, quand même, ça a valu un duel à Proust, hein, voilà, parce qu'il n'a pas du tout apprécié les insultes d'un critique à son égard. Hein. Le Proust de la recherche n'existait pas encore, hein, on n'y était pas encore, donc voilà. Alors, j'en viens à cette édition de La Recherche du temps perdu, on revient à la recherche. Euh, voilà, l'édition Quarto, hein, Quarto Gallimard, donc on revient à Gallimard, hein, folio classique, sauf que là c'est Quarto.
donc dans ce magnifique coffret. Alors vous voyez, on retrouve les fleurs, hein, décidément Proust aurait aimé, parce que lui qui aimait bien les dessins de Madeleine Lemaire, les fleurs. Vous voyez ces éditions très fleuries comme ça, magnifiques, hein, de Aude Sirier. Hein. Aude Sirier, c'est la directrice des éditions Quarto Gallimard, qui est une femme charmante et qui fait un travail magnifique. Hein. Vraiment, elle nous régale là depuis maintenant quelques temps, avec en plus dernièrement un intégral des essais de Montaigne en français moderne. On a eu une œuvre intégrale de Baudelaire avec des illustrations, un truc absolument dingue. Donc ça, c'est un des grands classiques de la collection Quarto. C'est l'intégrale de la recherche du temps perdu. Euh, hop. Voilà. L'intégrale de la recherche du temps perdu. Euh, Et donc ça c'est magnifique parce que donc ça fait 2500 pages je crois, hein, parce que les pages sont très grandes. Ouais, ça fait 2500 pages. On dit que la recherche fait 3000 pages. 3000 pages en pages comme ça en fait, en pages folio classique. Mais en pages quarto qui sont plus grandes, voilà, on a 2500 pages, 2500, 2700. Donc ça c'est le texte intégral de la recherche du temps perdu. Et donc c'est magnifique parce que c'est très pratique déjà. Le texte est vraiment, la taille d'écriture, ça peut paraître petit, hein, mais c'est excellent. La taille d'écriture est très raisonnable. Je vous assure vraiment que ça se lit très bien. C'est aéré, même si ça ne paraît pas là aussi. Je vous dis par rapport à ce qu'on a chez Folio Classique, c'est très très bien. Donc c'est vraiment l'espèce de compromis idéal. Là, les pages sont souples, tout est souple. Ça sent plutôt bon. Le papier est plutôt agréable. Enfin, c'est vraiment super. Et surtout, c'est le rêve de Proust. Disons-le clairement, c'est le rêve de Proust, ça. Tout auteur, déjà, de toute façon, rêve, je pense, de ça. N'aime pas le côté découpage en tomes. Les écrivains aiment rarement ça. Généralement, c'est des contraintes éditoriales. Donc ça, c'est vraiment le rêve de Proust. C'est l'édition intégrale de la recherche, sans séparation, comme un roman à part entière, comme un roman intégral, voilà, sans distinction. Donc ça, c'est vraiment le rêve. Voilà, donc très bel objet déjà à posséder. Objet très pratique parce que vous avez la recherche tout le temps avec vous. Vous emmenez juste le coffret, vous avez la recherche avec vous. Parce que Proust en aurait rêvé, donc c'est quand même son édition idéale. C'est confortable et plutôt lisible, donc non, vraiment, ça c'est magnifique. Hein. Moi, je sais que j'ai basculé sur cette édition-là. Quand ça a commencé à devenir illisible du côté des folios, là, moi j'ai basculé sur ça. Hein. Voilà. Comme ça, là, j'avais un texte lisible, quoi. Voilà. Donc, je ne l'ai pas eu tout de suite, mais quand je l'ai eu, je m'en suis bien servi. Alors, je vous montre un petit truc qu'on trouve dans ce volume, qui est de moi. Hein. Ça ne fait pas partie du texte, du volume. Hein. C'est pas vendu avec. Hein. Ça, c'est moi, ça. J'ai mis un petit papier dans ce volume. Hein. J'ai glissé quelque chose que j'ai imprimé. Je vous montre ce que c'est. Hein. Quelque chose de ma confection. Bah, ça fait 7 pages. Il y a 7 volumes de la recherche, ça fait 7 pages. C'est pratique. Ça, c'est le résumé détaillé de la recherche. C'est la recherche du temps perdu en express. C'est le document que j'ai réalisé en m'appuyant sur le résumé détaillé établi par Proust, mais je l'ai un petit peu amélioré, entre guillemets. Je l'ai amélioré, en quelque sorte. J'ai gardé le texte de Proust, mais j'ai mis en gras les en-têtes des parties, pour vraiment bien distinguer les différentes parties. J'ai séparé les paragraphes un peu plus lisiblement. J'ai ajouté parfois quelques précisions, vraiment, justement, en effet, les intros de parties, surtout ça, j'ai pas changé son résumé en lui-même, mais quand il ne faisait pas de parties très distinctes, c'est moi qui ai ajouté une petite en-tête en fait en gras pour préciser où on était, ou alors si ça correspondait à une espèce de segment du récit. Voilà, donc j'ai ajouté le moins possible, en tout cas j'ai un peu clarifié. J'ai repris vraiment tout le résumé de Proust, mais j'ai juste clarifié les choses. Et donc c'est le résumé détaillé de la recherche en 7 pages. En 7 pages, vous avez toute la recherche du temps perdu, qui est résumée à son essentiel. Et c'est du coup un mémo, c'est un mémo de la recherche du temps perdu, en seulement 7 pages. Et en plus, évidemment, avec la pagination. Et avec une triple pagination. J'ai fait la pagination des éditions Folio Classique. J'ai fait la pagination de l'édition Quarto Gallimard. Et j'ai la pagination, entre guillemets, du livre audio. Voilà, parce que comme j'ai écouté aussi la recherche du temps perdu en livre audio de l'édition Telem, qui est magnifique et extraordinaire, je vais en parler à l'instant, eh bien, il y a des chapitrages en fait dans le livre audio. Vous avez aussi des chapitres. Ils ont dû inventer des chapitres, hein, parce qu'il faut bien mettre des pauses à la lecture, mais c'est des chapitres qui ne reflètent pas le chapitrage du livre. C'est un chapitrage arbitraire du livre audio. En gros, des parties d'environ 10 minutes. Hein. Ils coupent toutes les 10 minutes. Voilà, alors, ça dépend des livres audio. Il y a des livres audio qui font des parties de 30 minutes de lecture. D'autres, c'est toutes les 10 minutes. Ça dépend. Pour la recherche, ils ont décidé de faire des parties de 10 minutes. En gros, il y a environ entre 60 et 80 chapitres pour chaque livre de la recherche en livre audio. Voilà. Il y a 60 à 80 chapitres d'environ 10 minutes. Voilà. En gros, c'est ça généralement. Et donc, j'ai fait la pagination du livre audio, parce que comme ça, quand je recherche un passage, j'ai le résumé de Proust,
que j'ai amélioré et mis en page, que j'ai un peu précisé. Et j'ai pour chaque passage la pagination du follow classique si je veux le trouver là-dedans, la pagination du quarto si je veux le retrouver là-dedans, et j'ai la pagination du livre audio. Donc je veux retrouver un passage même en livre audio, ce qui n'est pas facile. Eh bien, je sais par exemple que là, vous voyez, un amour de Swann. Je veux par exemple voir les passages sur la jalousie de Swann. Eh bien, je sais que c'est page 280-405. Alors, c'est un très long passage, là c'est un petit peu trop large. Voilà, du folio classique. Que c'est page 217-234 du quarto. Mais surtout que c'est les chapitres 66 à 70 du livre audio. Et je peux directement aller sur mon livre audio, sélectionner chapitre 66 et j'atterris sur le passage que je veux. Donc ça, c'est mon vademecum, mon vademecum, ça dépend comment on le prononce, mon vademecum de Proust, parce qu'avec seulement ces 7 pages imprimées, et je les ai aussi dans mon version numérique, sur mon téléphone portable par exemple, à tout instant, quand je cherche un passage de la recherche du temps perdu, quand je veux relire un passage, ou que je veux réécouter un passage, où que ce soit, je peux le retrouver très facilement. Et donc voilà, ça c'est vraiment le côté pratique. Donc ça c'est mon travail de prise de notes. Et donc voilà, ça c'est vraiment mon petit truc secret. Parce que comme ça, j'ai mon petit pense-bête proustien, j'ai mon petit mémo. Alors, à propos du livre audio, donc le livre audio, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Déjà, j'ai fait un podcast sur les livres audio, avec l'exemple de Proust en partie. Donc je vous renvoie au podcast sur les livres audio pour avoir mon avis dessus, et mes réflexions sur le sujet. J'ai beaucoup parlé du livre audio aussi dans cette longue série de podcasts sur Proust. Voilà, au début, parce que j'ai expliqué comment j'en suis venu à Proust et comment je l'ai lu. Donc je m'arrête à un moment donné sur les livres audio, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit aussi. Mais j'en reparle ici parce que c'est une édition à part entière, les livres audio. Alors je n'ai pas le coffret parce que ça coûte très cher. Le coffret CD des livres audio, on peut trouver facilement chez un libraire, hein, je l'ai vu, j'ai tenu entre mes mains. Ça fait pas de mine comme ça, c'est genre un petit coffret CD comme ça, comme j'en ai quelques-uns, seulement ça coûte légèrement, je crois, 260 euros, 300 euros, je crois, c'est super cher. Hein. Peut-être même encore plus, hein, je sais plus, c'est super cher. Hein. On peut comprendre, hein, il y a 120 heures de lecture, il y a plein de grands comédiens, c'est très réussi, mais quand même, quoi. C'est bon, le coffret est trop cher, je peux pas me procurer ça, je peux pas me le payer. En revanche, ce que j'ai pu faire, c'est m'abonner à Audible, hein, donc l'application des livres audio en France, la première application. Je me suis abonné à Audible, et Audible, en fait, quand on s'abonne pour 9 euros par mois, en fait, déjà, on a 3 titres offerts de bienvenue, je crois. Donc déjà 3 titres ou 2, je sais plus. Enfin voilà, vous pouvez déjà vous faire un peu plaisir. Et ensuite, en fait, vous avez un titre offert chaque mois. Donc, sachant que les livres audio de Proust sont très chers, même individuellement, c'est 60 euros le livre audio. C'est très cher. Il y a quand même des moins chers généralement. Généralement, le livre audio, c'est 25-40 euros. Ça reste quand même très cher. Donc, c'est 60 euros le volume. Donc, évidemment, là, pareil, c'était hors de prix. Mais ce qui est bien, c'est que quand vous avez votre livre offert chaque mois, avec votre abonnement de 9 euros, bah en gros, le livre vous revient 9 euros. Donc, c'est plus le prix d'un livre de poche. Donc, quand vous attendez chaque mois votre nouveau volume, imaginez que vous mettez justement un mois à lire un volume de Proust si vous prenez vraiment votre temps. Mais moi j'en avais d'avance, donc du coup je pouvais même enchaîner, même en moins de temps que ça, puis les autres arrivaient. Donc j'ai pu comme ça en fait, à raison de 9 euros par mois, me procurer au fur et à mesure les livres audio. Donc en fait voilà, bon bah vous faites le calcul, hein, voilà, 7 x 9, bon, hein, c'est raisonnable, hein, voilà, pour une soixantaine d'euros en gros, hein, eh bien vous avez l'intégrale en audio de la recherche du temps perdu. Et en plus, les premiers titres m'étaient offerts, donc je crois que ça m'est même revenu à une quarantaine ou cinquantaine d'euros seulement pour avoir l'intégrale de ces livres audio. Alors oui, j'ai pas le CD, j'ai pas le coffret à vous montrer matériellement là, mais je l'ai dans mon application. Je peux même vous montrer en fait, hein, je réalise là. Hop, voilà, je vais dans Audible. Tac, je vais vous montrer ma bibliothèque des livres achevés. Alors hop, donc bibliothèque. Voilà, donc ça montre mes crédits audio, bibliothèque. Et je vais dans terminer, parce qu'évidemment j'ai fini, voilà. Et donc, dans l'application Audible, j'ai donc en terminé, voilà, Le temps retrouvé, Albertine disparue, La prisonnière, voilà, hop, Le côté de Guermantes, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, Sodome et Gomorrhe. Alors, il n'y a pas du côté de chez Swann, parce que du côté de chez Swann, en fait, je le relis. Hein, voilà, je réécoute Un amour de Swann en ce moment. Donc du coup, voilà, j'ai Un amour de Swann qui est là, et vous voyez. Il voulait qu'elle vînt près de lui. Et, auparavant, il voulait lui avoir procuré quelques plaisirs pour voir la reconnaissance pétrir son visage et modeler son sourire.
Aussi Odette, sûre de le voir venir après quelques jours, aussi tendre et soumis qu'avant, lui demander une réconciliation, prenait-elle l'habitude de ne plus craindre de lui déplaire, et même de l'irriter, et lui refusait-elle, quand cela lui était commode, les faveurs auxquelles il tenait le plus. Peut-être. Alors, vous voyez, là, bon, là, c'est la lecture d'André Dussolier que personnellement, j'aime pas beaucoup. C'est celle que j'aime le moins, hein. Alors, encore une fois, je reviens pas là-dessus. Je vous ai montré même des extraits de la recherche en livre audio. J'en ai mis dans le podcast sur les livres audio, donc je vous renvoie à ce podcast-là, et j'en ai mis dans la partie sur l'humour. Je m'intéresse à l'humour dans la recherche du temps perdu, dans cette side podcast consacrée à Proust, et dans la partie sur l'humour, une bonne blague ne se raconte pas, ne s'explique pas. J'ai carrément mis des extraits du livre audio, des bonnes lectures de comédiens, celle de Guillaume Gallienne dans Guermantes et dans Sodome, pour vous montrer un petit peu la drôlerie de Proust. Donc voilà, celle de Guillaume Gallienne et celle de Lambert Wilson sont mes lectures préférées. Podalides arrive en troisième. Et c'est vrai que j'aime un petit peu moins André Dussolier parce que je trouve ça un petit peu plus plan-plan, entre guillemets. En tout cas, il parle très bas, je trouve. Je trouve il a un petit peu comme ça. J'aime un peu moins sa lecture. Voilà, c'est bien, mais je suis pas méga fan de la lecture d'André Dussolier sur Du côté de chez Swann et sur La prisonnière. Et je préfère ce qu'a fait Guillaume Gallienne sur Guermantes et Sodome. Je préfère ce qu'a fait Lambert Wilson sur Les jeunes filles en fleurs. Je préfère à la rigueur ce qu'a fait Podalides sur Albertine disparue. Mais voilà, donc après c'est une question de préférence, de goût, niveau des lectures. Mais voilà en tout cas un petit peu pour les éditions livre audio qui sont pratiques parce que voilà encore une fois il y a un chapitrage tous les 10 minutes parce que la lecture est magnifique, parce que c'est vraiment dans le téléphone portable, c'est à tout moment comme ça, il suffit de cliquer, etc. Alors justement, puisque je parle d'humour, Proust pour rire, une anthologie de Laure Hillerin, hein, donc ce n'est pas un essai, hein, c'est pas Laure Hillerin qui fait un essai qui écrit, elle fait une introduction, mais en gros c'est plutôt une anthologie, donc elle rassemble des extraits de La recherche du temps perdu, autour bien sûr de l'humour, hein, donc voilà les passages les plus drôles de la recherche, réunis par thématique plus ou moins, voilà. Alors cet ouvrage-là m'a été offert par un Happy Few qui est un Proustien enthousiaste et convaincu et qui est un fidèle des podcasts et que je salue, hein, et que je remercie. C'est Henri de Montvallier, hein, que vous connaissez certains parce que voilà, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui sur la chaîne. On a fait une interview ensemble pour ses ouvrages et puis parce que voilà, j'étais amené à faire souvent allusion à lui. Donc Henri de Montvallier en fait, voilà, qui adore l'humour chez Proust, qui est très très fan de la partie humoristique chez Proust, m'avait voilà, m'avait dit ah il faut que tu parles de l'humour chez Proust. J'ai dit bah de toute façon évidemment c'est prévu, hein. Et il m'a dit bah attends je te fais parvenir un ouvrage, tu vas voir, c'est pour moi c'est un des meilleurs qui a été fait sur l'humour chez Proust, une très bonne anthologie et effectivement c'est très bien fait. Déjà l'ouvrage est agréable en termes d'objets, c'est-à-dire que l'écriture est aérée, il y a des jolies polices d'écriture, tout ça, donc c'est plutôt joliment fait. Et effectivement, voilà, c'est en fait des fragments, des extraits de la recherche, voilà, avec toutes les parties les plus drôles en fait, hein, voilà. Donc il y a vraiment, c'est classé en fait par personnage en partie, vous voyez la Françoise, etc., hein, voilà, Balbec, donc voilà, il y a un petit peu tous les essentiels de l'humour chez Proust. Donc moi j'avais fait ma propre anthologie personnellement, voilà, encore une fois dans les résumés que j'ai fait, que j'ai dressé, ça fait partie de ma prise de notes. Moi j'avais relevé tous les passages que je préférais sur la jalousie, sur l'art et donc les passages drôles. Donc j'ai ma propre sélection de passages drôles que je préfère. D'ailleurs voilà, je vous en fais part dans la partie sur l'humour. Mais voilà, c'est quand même bien d'avoir un ouvrage en fait de référence comme ça, bien édité sur le sujet, comme ça je retrouve un passage, bah, il est dedans, il y a un index à la fin, tout ça. Donc ça c'est un ouvrage très très sympa. Voilà, donc voilà, ça fait partie, vous voyez, encore une fois, je vous parlais du business, du Proust business, bon bah là c'est un exemple, hein, voilà, il y a tout un business autour de Proust, il y a toute une littérature autour de Proust, c'est déjà le cas au niveau de Baudelaire, il y a Rimbaud aussi, hein, vraiment je crois que les champions du business en littérature c'est Rimbaud, Baudelaire et Proust. Voilà, c'est vraiment, et vous voyez, c'est révélateur parce que ce sont des personnages en fait dont le côté classique va bien au-delà du classique. Le côté classique a un côté pop culture. Vous voyez, c'est un peu comme Andy Warhol. C'est un peu comme certains artistes en fait qui deviennent comme Salvador Dali. Vous voyez, Salvador Dali, ce sont des artistes classiques maintenant, mais en fait qui ont un côté
pop culture. Ils font partie de la pop culture. Et c'est assez révélateur du coup. Voilà. Donc Proust, il est comme ça, une figure maintenant un peu de l'inconscient collectif, de la culture française. Et ça explique, vous voyez, qu'il y a un business. Il n'y a pas un business sur Jules Vallès, spécialement. Il y a des ouvrages sur lui, mais c'est pas un business. Mais vraiment, sur Proust, il y a un tourisme proustien, des produits dérivés proustiens, il y a des goodies proustiens. Il y a tout un, comme ça, un arsenal d'objets, de choses, de produits dérivés, voilà, d'un business autour de Proust. Et donc, voilà, ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y en a plein des comme ça, hein. Voilà, moi j'ai rien là ici, hein. Là, c'est un des nombreux ouvrages consacrés et à l'humour sur Proust, de Proust, mais aussi même en général à Proust, hein. C'est vraiment, il y en a plein, plein. Alors, bon, en parlant de ça justement, bon, j'ai pas beaucoup d'ouvrages consacrés à Proust sur le plan critique, hein. Voilà, je vais m'expliquer après pourquoi, et voilà, mais voilà, donc ça c'est parmi les deux seuls que j'ai. Alors, on retrouve Bernard de Fallois, décidément, Bernard de Fallois, je l'ai pas mal croisé, qui voilà, avait écrit ces deux ouvrages-là qui sont maintenant publiés en livre de poche, ce qui est pratique. C'est assez récent, puisque le passage en livre de poche chez Pocket. Très agréable édition, les éditions Agora en fait, hein, la collection Agora, pardon. Édition Pocket, collection Agora. Très bonne collection d'essais chez Pocket, moi que j'aime bien. J'en ai plusieurs comme ça. Et donc il a voilà, fait paraître Introduction à la recherche du temps perdu et 16 conférences sur Marcel Proust. Alors ça, déjà je le conseille éventuellement aux débutants, entre guillemets. Parce que là en fait c'est un peu le kit du débutant que je vous montre en plus. Tout ça c'est quand même des trucs pas mal pour les débutants. Il n'y a rien de sorcier là. Il y a l'œuvre initiale, l'œuvre originale, pardon, l'œuvre complète. Et puis il y a, vous voyez, les BD, le proustographe, on va voir ça, l'humour chez Proust, l'introduction. Vous voyez, ça c'est pas mal pour commencer en fait. Et justement, moi c'était un petit peu mon cas. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé la recherche du temps perdu et que je détestais du côté de chez Swann la partie sur Combray, je le rappelle, hein, j'expliquais pourquoi j'aimais pas Combray et que j'aime toujours pas Combray, voilà, pourtant j'adore le reste. Voilà, et qu'au départ je me disais, me dis pas que toute la recherche c'est à l'image de Combray, me dis pas que c'est ça, Proust, me dis pas que c'est ça. Et donc quand j'étais un petit peu dépité, à ce moment-là je me posais des questions, je me dis, putain mais faut qu'on m'explique ce qu'il y a avec Proust en fait, c'est quoi le truc, avant que je me rende compte par moi-même en fait, hein, j'étais pas rendu assez loin dans ma lecture. Et je dis, bon là il faut que quelqu'un m'explique, il faut que quelqu'un qui est fan et qui connaît m'explique ce qu'il aime chez Proust et pourquoi c'est censé être bien. Qu'on ait des arguments là de quelqu'un. Et du coup, dans mes recherches, je me suis retrouvé en fait à tomber sur ça. Introduction à la recherche du temps perdu et cette conférence sur Marcel Proust. Et en fait, typiquement, Bernard de Fallois s'adresse à des gens qui n'auraient pas lu Proust et il essaie de leur expliquer en quoi ça consiste et pourquoi c'est si bien que ça. Parce que c'est un gros fanboy, hein. Lui c'est vraiment le fanboy. Donc, l'introduction à la recherche. En gros, alors ça c'est tout bête, hein. L'introduction à la recherche c'est une introduction générale et ensuite chaque volume est traité séparément. Donc chaque volume est introduit. Alors, c'est spoiler à balle, hein, voilà, hein, donc faut pas être allergique aux spoilers. Chaque volume est spoilé en bonne partie, et en fait, chaque volume est introduit. Donc, c'est très basique, hein. Ça, franchement, c'est vraiment. Même moi, je n'avais pas encore lu Proust, je m'ennuyais un petit peu en le lisant. Ouais, c'est pas. Intellectuellement, c'est pas décoiffant. En fait, c'est juste un gars qui vous fait un petit résumé, une petite entrée en matière pour chaque volume. Alors, ce volume-là, il parle essentiellement de ça. Alors, son intérêt, c'est plutôt ça. Celui-là, c'est le plus drôle. Alors, celui-là, c'est le plus triste. Alors, celui-là, c'est ça. Bon, voilà, c'est pas dingue, mais c'est une introduction, ça dit bien son nom, c'est une introduction. C'est juste pour introduire, voilà, c'est tout, ça fait pas plus que ça. Voilà, donc chacun des 7 volumes est introduit, voilà, c'est 7 articles pour chaque volume, et une intro générale et une conclusion générale. Et puis il y a 7 conférences sur Marcel Proust, ça celui-là il est assez intéressant. Alors oui, je vais vous dire les titres des conférences, hein. 7 conférences sur... Alors, en plus, préface de Luc Fraisse. Alors Luc Fraisse, hein, c'est un des autres grands spécialistes de Proust. Donc voilà, en plus qui rend hommage à Bernard de Fallois. Donc là on retrouve vraiment toute la bande, hein. Jean-Yves Tadier, Luc Fraisse, Bernard de Fallois, on retrouve vraiment toute la... Ça c'est tous les gardiens du temple, hein, un petit peu, hein. C'est un peu tous les critiques principaux de Proust, hein. Donc voilà, première conférence, la vie de Proust est-elle si intéressante que cela? Intéressant quand on considère les théories de Proust sur Sainte-Beuve, la vie de l'artiste, et puis aussi sur l'autofiction qu'est la recherche en bonne partie. Deuxième conférence, comment Proust a-t-il composé son roman? Donc ça, c'est toute la jeunesse du texte. Alors ça, c'est assez intéressant aussi, comment le texte s'est amplifié au fur et à mesure, comment il a ajouté des volumes, la guerre s'en est mêlée, etc. Troisième conférence, les personnages de Proust ont-ils vieilli? Alors ça, c'est sur le côté, effectivement, est-ce que c'est toujours d'actualité de lire des comtesses, des marquises, une des critiques qui est souvent retournée contre Proust. Quatrième conférence, Proust est-il le véritable auteur de la comédie humaine? Intéressant aussi, parce qu'il y a un côté balzacien chez Proust, clairement, hein. Il y a un côté un peu concurrence à l'état civil, il y a un côté flopé de personnages, retour des personnages. Il y a un côté, voilà, balzacien à bien des égards. En plus, Balzac est souvent nommé parce que Charlus est très fan de Balzac. Il parle souvent du cycle des courtisanes et des illusions perdues. Donc voilà, il y a beaucoup d'allusions à Balzac.
Et puis bah aussi, la comédie humaine, on peut aussi penser comédie, au sens humour. Et c'est surtout ça, en fait, tu veux dire, Fallois, là. C'est que Proust est hilarant, et c'est lui, vraiment, la comédie humaine, au sens comédie comique, quoi. Cinquième conférence, Proust est pour ou contre l'amour. Alors ça, évidemment, ça fait écho au pessimisme de Proust sur l'amour, sur la solitude, la jalousie, tout ça. Donc il s'intéresse en particulier à Swann. C'est une très bonne conférence parce que Fallois décrypte vraiment bien l'enamourement, l'inamoramento de Swann et les sentiments amoureux chez Proust. L'œuvre d'art peut-elle vaincre la mort? Alors ça, c'est toute l'allusion au dernier volume, hein, Autant retrouvé avec la révélation autour de l'art, etc. Euh, Septième conférence, Proust et Chateaubriand. Celle que j'ai moins aimée personnellement, mais j'aime pas Chateaubriand aussi, il faut dire, donc voilà. Euh, voilà, donc ça, bon, c'est deux ouvrages assez intéressants. Euh, on en vient aussi donc à cet ouvrage-là. Alors ça c'est peut-être mon ouvrage préféré de tous là-dedans. Voilà, dans les ouvrages sur Proust. Ça, c'est mon coup de cœur, c'est mon préféré. Je l'ai trouvé par hasard en me promenant en librairie à l'automne 2021. Et c'est pile le moment où il venait de paraître, hein. Il venait juste de paraître, hein. Donc c'est un ouvrage de Nicolas Ragonneau, encore un grand spécialiste de Proust, hein. Vraiment, on retombe sur tous les grands noms de la critique proustienne, euh, à qui on doit en fait le site Proustonomics, et qui en fait voilà fait beaucoup de recherches autour de Proust, et qui est excellent. Et Nicolas Ragonneau en fait voilà fait une espèce de bilan, enfin propose comme ça ce petit résumé de ces découvertes statistiques autour de Proust, avec donc le proustographe, qui est en fait l'œuvre de Proust en fait revisitée en infographie. C'est que de l'infographie. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que ça vaut le détour. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup que je vous montre ce que c'est. Voilà, donc le proustographe, alors c'est très joli, c'est un très très bel ouvrage. Alors ça coûte un petit peu cher, ça coûte 24 euros forcément, parce que c'est très bien, c'est un très bel objet, hein, le papier, tout ça, le carton solide, voilà, c'est un très très bel objet, le papier glacé à l'intérieur, des photos, tout ça. Voilà, donc le proustographe de Nicolas Ragonneau. Donc là, une petite introduction, hein. Hop, vous voyez le papier doré, tout ça, c'est très joli. Avant-propos. Hop. Alors, on commence par la partie biographie. Et alors là, vous voyez déjà, on a les dates. On a Proust en date. Ensuite, vous voyez, on a le côté de Veille, le côté des Proust. Alors ça, c'est la famille de Proust, en gros. Vous voyez que c'est pas mal le côté des Veille, le côté des Proust. Donc ça, c'est l'arbre généalogique de la famille Proust. La démographie, alors ça, c'est des notions sur l'époque, hein. La démographie dans la France de Proust, la France urbaine, la France rurale, les budgets bourgeois, la culture et la société. Donc ça, c'est des éléments un petit peu de contexte historique. L'affaire Dreyfus en infographie, hein, voilà, avec les quotidiens, tout ça. Une chronobiographie, donc ça c'est la biographie de Proust en fait, avec les grandes dates, vous voyez. Donc jusqu'à sa mort en 1922, et on part de la naissance ici, évidemment en 71. Donc très joli. Le thème astral de Proust, pour ceux qui aiment bien l'astrologie, qui connaissent un petit peu l'astrologie, il y a le thème astral de Proust. Voilà. Donc Proust, il est Cancer ascendant Bélier. Voilà, donc on a son thème astral. On a voilà, les lieux principaux en fait de vie de Proust dans Paris. On a le plan de son appartement boulevard Haussmann. On a sa chambre. Voilà, le plan de la chambre. Les restaurants préférés de Proust, hein, chez Weber, hein, le café Weber qui était assez connu. L'hôtel Ritz, voilà, toutes les adresses effectivement qu'on connaît avec lui. Voilà, donc ça c'est les voyages en fait de Proust, hein, les endroits qu'il a visités. Ses moustaches au gré du temps. Vous voyez, c'est très fantaisiste par moments, c'est vraiment parfois de l'anecdote, mais c'est ça qui est plaisant. Voilà. Hop, donc ça c'est ses pseudos, ça c'est les médicaments qu'il utilisait, les drogues de Proust, hein. Donc, tous les médicaments, les traitements qu'il suivait, les médicaments qu'il utilisait. Sa bibliothèque, l'essentiel de sa bibliothèque, les ouvrages qu'il avait, en fiction et en essai. Le budget de Proust, hein, en fait, c'est son argent, parce que Proust était quand même rentier, très riche, donc on a carrément ses finances. Voilà, donc là on a le Proust, le cimetière, voilà, bon, les grands noms autour de Proust aussi, hein, les gens qui sont enterrés, voilà, Céleste Albaret, la servante, hop, on a sa correspondance, la recherche en 981 mots, voilà, le challenge de résumer la recherche en moins de 1000 mots, voilà, donc là il y a les 7 tomes qui sont résumés. Un cercle parfait sur le début et la fin de la recherche, hein, les deux phrases de début et de fin qui se réunissent. Le nombre de pages de chaque volume, voilà. Donc 2400 pages au total dans l'édition Quarto, puis en fait ça répartit le nombre de pages.
la taille de Proust, la taille de la plus grande paperole, voilà, enfin bref, vous voyez, bon, c'est vraiment extraordinaire. C'est plein de statistiques comme ça, c'est tout bête, mais c'est très utile. Les occurrences des mots, ça c'est intéressant aussi pour la critique génétique. Combien de fois il y a l'occurrence de tel ou tel mot dans Proust, voilà, combien de fois tel ou tel mot revient, les conjonctions, quel est l'adjectif le plus utilisé, le verbe le plus utilisé, la phrase proustienne qui s'allonge dans le temps, la phrase la plus longue de Proust, la fameuse qui vient de Sodome et Gomorrhe. Hop. Et la phrase la plus courte, hein. Il y a un A du côté de chez Swann, et la phrase la plus longue dans Sodome et Gomorrhe. Donc la phrase proustienne. Voilà, les différents types de verbes, voilà. Donc ça c'est les distances. Le roman fleuve, perçu comme une distance. Donc la recherche du temps perdu, qui fait 10 000 mètres, donc 10 km. Voilà, donc si on, voilà, ça ferait 10 km en gros le texte de la recherche si on l'étendait comme une ligne. Voilà. Là en fait ils mettent le temps de lecture pour les livres. On dit interminable la recherche du temps perdu. Eh bien, la recherche du temps perdu, ça prend en gros 127 heures de lecture, alors que Game of Thrones, la série TV, prend 76 heures. La comédie humaine, ça prend 492 heures. Donc c'est quand même costaud, quoi. Voilà, la ponctuation dans la recherche. Les personnages principaux. Hop, l'arrêt du temps retrouvé. Voilà, c'est les clés des personnages, en gros. Chaque personnage en fait de qui il est inspiré, donc les différentes clés, donc il y en a plusieurs à chaque fois qui composent les personnages, le nombre de barons et de duchesses, les personnages aussi là encore, qui épouse qui dans la recherche, la généalogie des guermantes, la fréquence des prénoms proustiens, les animaux et les fleurs. Alors moi j'ai souvent repéré qu'il y avait beaucoup de violettes et de violets dans la recherche du temps perdu. Je voyais souvent apparaître les fleurs violettes ou alors la couleur violet. Et voilà, là il fait un peu le point sur les différentes fleurs qu'on rencontre, hein, la rose, l'aubépine, tout ça, les occurrences. Proust moraliste avec un petit medley de ses phrases. Le prix Goncourt. Proust après Proust. Alors ça c'est intéressant, parce que ça c'est les éditions intégrales qui sont parues. Les traductions, les adaptations en BD. Voilà, donc 8 albums parus en 25 ans, donc 2 volumes de la recherche. 139 ans, c'est l'âge que Stéphane Huet devrait atteindre pour finir son adaptation. Voilà, donc bon. Donc là, il fait un point sur la BD. Hop, la biographie de Proust en notoriété. Les ventes de la recherche. Ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est très très important. Le nombre, ça, j'en ai parlé dans les podcasts, donc je vous renvoie au podcast que j'ai fait sur Proust. Mais je parle bien des ventes, du nombre d'acheteurs qu'il y a eu sur 100 ans de la recherche du temps perdu sur chaque volume. Vous voyez, on voit bien. Du côté de chez Swann, 2 millions. Hop, ça tombe à 1 million pour les jeunes filles en fleurs. Et ensuite, on est dans les 400 000, 500 000 pour les volumes suivants. Donc on perd quand même du monde. Voilà. Et c'est que les acheteurs, c'est même pas les lecteurs. Voilà, les tirages. Bref, voilà quoi. Donc c'est un ouvrage que j'adore. Ça, c'est vraiment un super ouvrage, très agréable à consulter, plein d'informations intéressantes, parfois anecdotiques, mais ça fait partie du plaisir. Voilà, vraiment très très agréable. Il y a les célébrités qui disent avoir lu la recherche. Alors qui disent, parce que bon, il y a des improusteurs partout, les fameux improusteurs, comme je les appelle. Voilà. Alors ça c'est le tourisme proustien. Voilà, Proust en tourisme, alors forcément Cabourg avec la Villa du Temps Retrouvé et puis le Grand Hôtel de Cabourg, Balbec quoi. Bon, évidemment Illier-Combray avec la maison de la tante Léonie, le Père Lachaise bien sûr pour aller voir la tombe. Voilà, donc il y a un petit peu comme ça les lieux clés qu'on peut visiter. Les amis de Marcel Proust, donc les différentes sociétés dans le monde. L'espace public, car vous voyez, on apprend qu'il y a 11 allées Proust, 9 avenues Proust, 13 impasses Proust, 2 places Proust et 4 arrêts de bus Proust. Voilà, donc voilà, ça c'est Proust dans la topographie française, dans les rues. Voilà, donc voilà pour cet ouvrage-là, le Proustographe, très joli, très pratique, très intéressant. Vraiment, pour moi, ça c'est un de mes préférés. Je trouve que vraiment ça vaut bien des ouvrages critiques quelque part. J'aime beaucoup. Alors je vais finir par du coup les BD, auxquelles faisait allusion Nicolas Ragonneau dans le Proustographe, les BD de Stéphane Huet. Alors ça, je sais plus comment j'en ai entendu parler.
Je sais plus comment j'ai entendu parler de ces BD. Pareil, je suis tombé dessus par accident. Je savais pas que ça existait. Alors moi, je suis pas BD, hein. Moi, je déteste les BD. J'ai jamais réussi à me faire aux BD, hein, je le dis clairement. C'est pas du tout mon genre de base, la BD. Déjà gamin, j'aimais pas ça. J'ai jamais réussi à m'intéresser aux BD. J'aimais bien les passages de BD. J'aimais beaucoup Astérix et j'aimais beaucoup Tintin. Mais j'aimais les dessins animés d'Astérix et j'aimais les dessins animés de Tintin. C'est pas pareil. J'aimais les dessins animés, mais j'aimais pas la BD. J'ai jamais pu m'intéresser à une BD, j'ai jamais pu en tenir une. Ça me tombait des mains les BD. C'est bizarre, hein. Certains c'est les livres qui leur tombent des mains. Moi les livres ça allait. Les livres illustrés ça allait. Mais alors les BD, ça m'énervait. Ça m'énerve toujours un petit peu. Donc je suis pas très fan de BD. Mais, certaines font exception. Parfois il y a une BD quand même voilà, le charme l'emporte du texte, du dessin. Il y a quelque chose qui se passe. C'est très rare, mais ça arrive. Ça peut être pour les comics, même un Sin City. Je suis très fan de Sin City, de l'univers de Sin City et tout ça. De Frank Miller. Bon bah là, en l'occurrence, la recherche du temps perdu adaptée en BD, je trouvais ça quand même assez joli comme challenge. C'est un joli défi. Et je trouvais ça pratique toujours dans l'idée en fait de revisiter l'œuvre de façon différente. Et en plus, en sachant que c'est le texte de Proust dedans. C'est pas une adaptation, genre c'est reformulé, tout ça. Stéphane Lemay, il adore Proust, il connaît très bien, et il veut vraiment respecter le texte original, et du coup, c'est le texte de Proust là. Alors bien sûr pas en intégrale, parce que c'est infaisable, mais c'est vraiment autant que faire se peut le texte de Proust et autant le texte que possible. Il y a très peu de coupures quand même dans l'ensemble. Et donc c'est le texte de Proust, et Stéphane Lemay se met modestement en situation d'illustrateur, hein. Il laisse le texte à Proust et lui se met en situation d'illustrateur. Donc c'est vraiment, là vous voyez, hein, il met bien Marcel Proust en avant, en rouge, et il met en dessous adaptation et dessin Stéphane Lemay, hein. Donc il se met vraiment en retrait. Et voilà, et donc bon, à ce jour il y a 8 volumes qui sont parus. Alors, enfin, non, 8 albums, pardon, 8 albums. Et en fait, 8 albums, c'est 4 pour du côté de chez Swan et 4 pour les jeunes filles en fleurs. Donc en fait, bah, ça fait 2 volumes complets, hein. Moi, du coup, j'ai les volumes complets qui réunissent à chaque fois les 4 albums, quoi. Voilà, donc il y a 2 volumes. Les 2 premiers volumes de la recherche sont disponibles. Voilà, ça coûte une quarantaine d'euros. 40 euros, je crois, le volume. Et donc voilà, on a du côté de chez Swan, et donc c'est très très fidèle, hein. C'est très très fidèle. Après on n'aime pas le dessin, hein. Ça, en BD c'est toujours le côté dessin. Alors moi ce que j'adore c'est ça. Il y a le plan de Paris avec les principaux lieux qu'on rencontre dans la recherche. Ça sent qu'en ce moment il y a une exposition à Paris justement sur Proust et Paris. Bah là typiquement vous voyez on a un aperçu du Paris proustien par Stéphane Lemay avec ce plan de Paris très très sympa, j'aime beaucoup. Et voilà, et donc bon bah on a donc voilà le début, hein, forcément Combray, hein, alors que je déteste tant, hein, que ce soit en BD, en littérature, etc. Vous voyez, donc vous pouvez voir un peu comment c'est bavard, hein, voilà. Il y a vraiment gardé le texte de Proust, hein, parce que c'est très très bavard, il y a beaucoup de paroles, ça se voit surtout pour Un amour de Swann, là je passe Combray un petit peu, hein, mais alors oui, Un amour de Swann. Dans Un amour de Swann, il y a vraiment des parties très très bavardes parce qu'il garde vraiment le texte, et donc comme L'amour de Swann c'est très psychologique, eh bien forcément les parties psychologiques sont vraiment conservées. On a vraiment les descriptions de ce qui se passe dans la tête de Swann, etc. Vous voyez la sonate de Vinteuil qui est illustrée, hein, assez joliment. Hop. Voilà, donc c'est assez bavard. Là on est chez les Verdurins, hein. Hop. La jalousie de Swann avec les volets la nuit, hein, quand voilà, il soupçonne Odette de recevoir quelqu'un pendant qu'il est parti. Voilà, donc, vous voyez, c'est très bavard, hein. Et les cases, il a gardé beaucoup de texte, donc c'est très très bien. Voilà, donc ça je le recommande parce que en fait c'est pour ceux qui ont lu la recherche, c'est un bon complément. S'ils veulent revisiter l'œuvre différemment, un peu comme voir une adaptation mais plus fidèle qu'un film. Voir le texte en même temps, le voir illustré et tout, c'est une autre façon d'approcher l'œuvre. Et pour ceux qui n'ont jamais lu Proust et qui ont envie de découvrir, ça peut être une initiation, une entrée. Alors, je le dis tout de suite, effectivement, avoir lu ces BD, déjà, c'est n'avoir lu que ces BD. C'est ni avoir lu l'œuvre intégrale de Proust, parce que déjà il manque les volumes suivants, mais c'est ni avoir lu vraiment du côté de chez Swann et Les jeunes filles en fleurs, parce que c'est de la BD. Alors, il y a le texte, il a gardé le texte original, donc c'est avoir lu un petit peu de Proust, parce que vous aurez lu vraiment le texte original de Proust, mais pas en intégralité. Il manque trop de passages, il manque beaucoup trop de passages, c'est normal, il a dû sélectionner. Donc vous aurez une bonne idée à peu près du contenu des volumes, mais vous pourrez pas dire que vous avez lu Proust. Ça, je pense qu'il faut être un petit peu honnête. C'est pas pour lire Proust. Pour lire Proust, il faut lire Proust. Il faut l'écouter, enfin en tout cas, il faut lire ou écouter le texte intégral
Et vraiment, ce que dit Proust est uniquement Proust, quoi. C'est quand même assez exhaustif, c'est assez impressionnant ce qu'il a fait, vraiment, Stéphane Huet. Il est assez complet voilà, dans ce qu'il a fait. Voilà. Alors les dessins, on aime ou on n'aime pas, encore une fois. Moi, j'aime bien parce que c'est vraiment dans l'esprit des dessins de BD traditionnels à la française, francophone. Ça fait vraiment beaucoup penser aux dessins de Blake et Mortimer, de Tintin. Voilà, c'est dans la continuité de ce genre de dessin. Et comme moi, c'est les BD que je connais le mieux et avec lesquels j'ai entre guillemets grandi, bah, ça m'est familier. Moi, j'aime bien ce genre de dessin parce que je suis un peu resté là-dedans dans ma tête. Moi, je suis un peu resté à Tintin et Blake et Mortimer. Donc, évidemment, moi, ça me va que Proust soit illustré comme ça. Mais certains trouveront peut-être que c'est un peu immature. C'est ce que dit Stéphane Huet. Parfois, c'est le reproche qu'on lui fait. C'est pas très mature. Les dessins sont pas très sophistiqués. Là, c'est un peu plus sophistiqué qu'avant. On voit, il a dit qu'il a amélioré son dessin. On voit que le dessin est plus. Les visages sont plus précis qu'avant dans Les jeunes filles en fleurs. Là, c'est la partie autour de Madame Swann. On voit Bergotte, là, hein, c'est Bergotte. Voilà, là, c'est Rachel Camp du Seigneur. Donc la partie voilà, avec Bloch au bordel. Le suicide sentimental avec Gilberte, magnifique. Hop, voilà. Et puis on arrive à Balbec. Hein. Là, c'est Balbec, l'arrivée. Hein, l'église de Balbec. Là, c'est Madame de Stermaria, hein, l'incident au restaurant du Grand Hôtel avec les places prises. La place prise de Madame de Stermaria. Les promenades en voiture avec Madame de Villeparisis. Hop, la rencontre avec Saint-Loup et puis Charlus. Voilà, Charlus. Hop. Et puis bah, les jeunes filles en fleurs. Hein. Les dîners à Rifbel avec Saint-Loup, la rencontre avec Elstir. Et puis ben voilà, la rencontre avec Albertine Simonet. Le temps passé avec les jeunes filles en fleurs, tout ça. Voilà, donc écoutez, c'est très complet. Hein, franchement, moi, je crois qu'il n'y a qu'un passage que j'adore des jeunes filles en fleurs qui n'a pas été reproduit, je ne sais pas pourquoi, que j'adore au niveau du texte. Quand voilà, il explique que s'il fait comme de l'astronomie, il observe en fait les étoiles dans les cieux, il les cherche, etc. et tout. Voilà, ça n'a pas été reproduit comme passage, c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est très complet, c'est vraiment superbe. C'est un très très beau travail, c'est une très belle initiative. Moi j'aime bien, je trouve que voilà. Là c'est encore une fois du Proust business, mais sincère, investi, intelligent, respectueux. Franchement, c'est que du bonus et c'est que du bonheur. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison de s'en priver. Ça fait partie des petits plaisirs. Voilà. Donc voilà un peu le tour moi de ce que j'ai autour de Proust, autour de Marcel Proust. Ce qui est pas beaucoup, encore une fois, c'est l'œuvre intégrale avant tout Proust lui-même. Ce qu'il y a autour de Proust après, c'est en gros la BD, le proustographe et quelques écrits critiques, mais il manque l'essentiel de ce qui a été fait. Par exemple, j'ai pas de Jean-Yves Tadier. Certains diraient, mais tu n'as pas de texte de Jean-Yves Tadier, t'as pas d'essai de Jean-Yves Tadier ou de la biographie que Jean-Yves Tadier a fait de Proust. Non, j'ai pas ça. Je suis pas très client des textes critiques d'écrivains, sur les écrivains. Là, celui sur lequel j'en ai le plus lu, alors il y en a deux, c'est Stendhal, parce que Stendhal, je connais mon maître Yves Ancel, c'est celui qui est un des principaux critiques de Stendhal, donc c'est vrai que j'ai lu tout ce qu'il a fait sur Stendhal. Donc oui, de fait, du coup, je me suis retrouvé à lire pas mal de critiques sur Stendhal. J'en ai lu beaucoup sur Baudelaire parce que je faisais mon docu-fiction sur Baudelaire et donc je me suis pas contenté de lire son œuvre intégrale. J'ai tout lu de Baudelaire, toute sa correspondance, tous ses écrits, tout ce qu'il a tracé, voilà, tout ce qu'on a de lui, je l'ai lu et j'ai adoré. Mais c'est vrai que je me suis un peu plus poussé à lire la critique autour de Baudelaire parce que justement, en effet, pour mon docu-fiction, je voulais vraiment être blindé. Et j'ai lu des choses qui étaient excellentes. Hein. J'ai lu 2-3 essais critiques. Celui de Sartre, par exemple, le Baudelaire de Sartre est extraordinaire. Mais voilà, c'est pas un truc vers lequel je vais trop spontanément. Pour Proust, j'avoue que pour l'instant, j'ai pas eu plus que ça l'envie ou les raisons de pousser le zèle jusqu'à lire beaucoup de critiques proustiennes, du travail voilà, de Jean-Yves Tadier ou même d'autres, hein, Deleuze, Genette, enfin voilà quoi, tous les grands critiques en fait ils sont, même Roland Barthes, hein, Roland Barthes finalement dont je suis assez client maintenant, j'ai un peu changé d'avis sur Roland Barthes grâce au fragment d'un discours amoureux et puis j'ai toujours aimé sa préparation du roman, enfin voilà, tous ses cours au Collège de France sont quand même extraordinaires. Donc même Barthes que j'aime bien, j'ai pas lu ce qu'il a fait sur Proust, hein, j'ai vu qu'il a pas mal écrit sur Proust, j'ai pas lu spécialement ce qu'il a fait. Je peux pas voilà, tout m'offrir, hein, voilà. Donc moi je prends l'essentiel de ce qui m'intéresse dans l'immédiat, puis au fur et à mesure, je pense qu'au fur et à mesure peut-être je m'achèterai des choses sur Proust, et puis un jour j'aurai une collection plus vaste, plus large. Pour l'instant, voilà ce que j'ai. Et c'est très bien comme ça pour l'instant, voilà. Donc si vous avez des recommandations à me faire, vraiment, de trucs qui sont intéressants à lire sur Proust, qui apportent vraiment quelque chose, je suis preneur. En revanche,
entre guillemets, le blabla, un peu comme ça, voilà, purement théorique et tout. Je préfère lire l'œuvre de... Moi, je pense que l'œuvre en elle-même est déjà un trésor, et je pense que lire l'œuvre est le plus important. L'œuvre est la référence absolue. Après, des livres comme ça, c'est intéressant comme à côté, parce que ça donne un éclairage très, très précis, très technique, très statistique et tout. Ça, c'est pour rêver un petit peu en dehors du livre de base. Mais voilà, sinon, voilà, je préfère m'en tenir à l'œuvre. Mais voilà, donc je peux pas vous citer tout ce qui s'est fait. Vous tapez Proust dans un site commercial ou alors sur Google, etc. Et je pense que vous aurez plein de suggestions d'ouvrages autour de Proust. Ça peut être de la vulgarisation, ça peut être l'introduction à Proust, ça peut être de la critique littéraire un peu plus poussée des spécialistes, l'ouvrage de Luc Fraisse, les ouvrages de Deleuze, de Genette, de Barthes, de Tadier, tout ça, enfin tous les grands spécialistes bien sûr sur Proust. Vous avez Proustonomics qui est très intéressant à suivre. Vous avez des sites de fans de Proust, vous avez la Société des Amis de Proust, mais vous avez les différentes en fait, sociétés comme ça qui gèrent Proust, les Amis de Proust et tout. Voilà, il y a beaucoup de choses, donc c'est vraiment à vous de voir, c'est à chacun de voir selon ce qu'il aime, selon ce qui l'intéresse. Voilà, à quel point vous voulez pousser les investigations, entre guillemets, à quel point vous voulez pousser la recherche, parce que c'est vraiment de la recherche en fait à ce stade-là, hein. Et la spécialisation aussi, c'est une forme de spécialisation. Voilà, de savoir ce que dit Proust, mais aussi ce qui s'est dit sur Proust. Voilà, donc moi c'est vrai que je suis moins spécialiste de Proust en cela que de Baudelaire ou de Stendhal. Je peux vraiment quasiment me dire spécialiste de Stendhal ou de Baudelaire parce que j'ai beaucoup lu d'eux, mais tout lu d'eux quasiment, et beaucoup lu sur eux. Alors j'ai beaucoup plus lu Baudelaire, donc œuvre intégrale, beaucoup plus que de Stendhal, il me reste des choses que j'ai pas encore lues. Donc j'ai vraiment lu l'œuvre intégrale de Baudelaire et l'essentiel de ce qui s'est dit sur Baudelaire. Donc Baudelaire c'est peut-être l'auteur dont je suis le plus spécialiste. Je peux vraiment me dire spécialisé sur Baudelaire. Stendhal en top 2, voilà, où j'ai beaucoup lu, mais il manque peut-être 2-3 choses quand même pour vraiment pouvoir me dire entre guillemets spécialiste. Je peux pas pousser jusque-là. Et Proust, bon, c'est encore autre chose. J'ai lu l'intégrale de la recherche du temps perdu, ce qui est quand même l'essentiel, encore une fois, il me semble. Je pense que c'est un peu la base de lire l'œuvre de l'écrivain, en plus avec ses textes aussi à côté. Les plaisirs et les jours, Contre Sainte-Beuve, les journées de lecture. Éventuellement, on peut pousser lire Jean Santeuil. Jean Santeuil qui a été édité en quarto. Cette édition-là, ils ont édité Jean Santeuil, donc ce que certains appellent la proto-recherche, quoi. C'est un petit peu la recherche avant la recherche, hein. C'est la première tentative de Proust d'écrire la recherche à la troisième personne avec un narrateur identifié qui s'appelle Jean Santeuil. Donc voilà, ça je l'ai pas lu, Jean Santeuil, je ne sais pas si je le lirai, peut-être un jour. Voilà, j'ai pas lu les 75 feuillets, j'ai pas 75 feuillets, voilà, j'ai pas fait de zèle pour l'instant en la matière. Moi je me suis concentré sur la recherche, voilà, mais voilà le travail. Donc, bon, bah écoutez, sur ce, moi je crois que je vais m'arrêter là, hein. Alors, non seulement je m'arrête là pour cette vidéo, pour le coup c'était une vidéo, non pas un podcast, sur cette vidéo autour de Marcel Proust, sur les livres autour de Marcel Proust, mais en plus, je vais m'arrêter là sur Proust tout court. Parce que là, en fait, du coup, bon, moi j'ai tout enregistré d'un seul pan, mais là, je crois que j'ai plus de 7-8 heures d'enregistrement sur Proust. J'ai fait plus de 7-8 heures de discussion, d'enregistrement. Je suis parti de comment j'en suis arrivé à Proust, comment j'ai commencé à le lire et ce que j'en ai pensé. Je suis passé par l'humour chez Proust, par le snobisme, les improusteurs, ce que j'appelle les improusteurs. J'en suis venu aux adaptations, j'ai parlé, voilà, bon, j'ai parlé de beaucoup de choses. Et c'est vrai que tout ça, mine de rien, là je me rends compte que ça fait plus de 7-8 heures d'enregistrement de contenu. Donc je vais bien m'amuser pour monter tout ça, pour écouter tout ça, le monter. Et puis je pense que je vais être obligé de le poster par épisode parce que là je pense qu'en un seul pan c'est quand même un peu costaud. Donc je pense que je vais faire des épisodes, des parties, hein, c'était pas prévu mais c'est comme ça. Et donc voilà, là c'est ma dernière partie, je voulais finir sur ça, sur un petit peu... Vous savez, c'est comme une attraction, on fait l'attraction, et puis après on a la boutique des souvenirs, vous voyez, hein, on a le parc, on a le Proustland, on a visité Proustland, et une fois qu'on a fait visiter Proustland et fait les attractions, eh bien on a les produits dérivés, on arrive à la boutique pour finir la visite. Et voilà, écoutez, on finit par la visite, avec les produits dérivés. Et donc je vais vous laisser avec ça, en vous remerciant de votre écoute. Voilà, de vos éventuels commentaires si vous en avez, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos propres expériences, vos propres recommandations. Et voilà, vraiment tout simplement vous remercier d'avoir été là, d'avoir écouté, si vous avez tout écouté, d'avoir été assez dingue pour tout écouter. Et voilà, merci encore de votre attention, en espérant que ça vous ait plu. Peut-être donner envie de lire Proust, mais c'était pas le but, je le répète, moi j'étais pas là pour dire il faut lire Proust. Je vais vous donner à tout prix envie de lire Proust. Parce que je pense pas qu'il faut lire Proust. Je pense pas que Proust soit fait pour tout le monde.
Je pense que c'est un des meilleurs écrivains qui existe, je pense que c'est une des plus grandes œuvres qui existent, ça je l'admets complètement, je le pense complètement, mais c'est pas pour ça que tout le monde doit le lire et que c'est fait pour tout le monde. C'est comme ça, il faut l'accepter, c'est comme pour Baudelaire. Moi je m'étonne plutôt davantage, je dis souvent que Baudelaire soit autant lu, que Proust soit autant lu, voilà, ça m'étonne presque parce que je pense que c'est vraiment spécial quand même. Et dans le meilleur sens du terme, moi j'aimerais être dans un monde où tout le monde a envie de lire Proust et où tout le monde aime Proust. Mais vu les valeurs de ce monde et vu comment les gens pensent, réfléchissent, etc., nos valeurs et ce que les gens font, ce n'est pas possible en fait. Donc il faut plutôt accepter et le prendre bien que Proust, c'est pas fait, il ne faut pas jouer les évangélistes ou les apôtres. C'est pas fait pour que tout le monde le lise. Il faut pas, le but c'est pas que tout le monde le lise, c'est que ceux qui le lisent l'apprécient et le comprennent. Quand peu de gens le liront, mais ces gens-là apprécieront et comprendront, ce sera mieux pour Proust que si tout le monde le lit. On dit il faut lire Proust, mais que plein de gens le détestent, ne supportent pas ou s'ennuient ou n'y gagnent rien, à part se la péter, à part être des improusteurs qui vont jouer les fans pour se donner une contenance, etc. Pour moi, il est là le problème. Donc, moins d'improusteurs et plus de proustiens. Voilà. Donc, et quitte à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de proustiens. Voilà. Donc, moins d'improusteurs, quitte à ce qu'il y ait moins de proustiens, plutôt ça. Mais en tout cas, des gens vraiment sincères, qui apprécient, que ça touche, à qui ça parle, c'est le plus important. C'est plus important que la quantité de lecteurs. Et voilà, donc tous The Happy Few comme d'habitude finalement. Voilà. Et voilà, donc j'espère juste que voilà, pour ceux qui seraient curieux, ça va éventuellement donner envie si vraiment vous étiez curieux à la base, que ça vous a aidé ou décidé si vous allez tenter l'aventure ou pas. Euh, voilà, je ne la recommanderais pas au sens où je ne sais pas ce que vous cherchez, qui vous êtes, etc. Donc ça dépend de ce que vous aimez, de ce que vous recherchez. Mais en tout cas, moi, Proust, c'est une découverte magnifique qui arrive presque déjà trop tard, même si bon, ça va, j'ai 33 ans, mais c'est vrai que j'aurais pu finalement aimer et découvrir avant, mais ça je ne le savais pas. Pour ça, il a fallu qu'on me présente Proust, entre guillemets, sous un autre jour, au gré de mes recherches sur l'amour et la jalousie, que j'ai pu avoir cette porte d'entrée là dans l'œuvre, que je vois que c'est autre chose que ce qu'on en dit, que le temps qui passe, le temps perdu, le temps retrouvé, la Madeleine, tout ça, qui est très réducteur et qui n'est même pas le plus intéressant. Voilà, donc du coup, vraiment, c'est un univers que je suis ravi d'avoir rencontré. C'est devenu immédiatement un de mes auteurs préférés. Pour moi, je le mets en top avec Stendhal, Baudelaire et Proust. C'est vraiment maintenant mon trio. Je mets Schopenhauer à côté en philosophe, hein, Schopenhauer philosophe, et Ovide dans l'Antiquité. Mais vraiment, ouais, Stendhal, Baudelaire et Proust, pour moi maintenant, c'est vraiment mon trio, je pense, en tout cas là, en l'état. Il a rejoint directement mon trio de tête, et c'est un souvenir mémorable que la lecture de la recherche. Ça restera quelque chose qui restera toujours en moi. Je pense qu'il faut une vie entière pour relire et relire cette œuvre, ne serait-ce que par morceaux, lire des passages. Enfin, elle nous accompagne, elle reste en nous. Elle m'a beaucoup aidé, elle m'a soutenu moralement. Elle a été un traitement pour moi, elle a été thérapeutique. Donc Proust m'a passionné, m'a touché, Proust m'a aidé. Voilà, ça a été un vrai soutien. Ce qui fait que ça a été dur d'enlever la perfusion. Ça a été une vraie perfusion et ça a été dur d'enlever la perfusion quand j'ai fini de lire la recherche. Mais ce qui est bien, c'est que je peux à tout moment y retourner quand même. Et voilà, une aventure extraordinaire, l'œuvre d'une vie, et d'une vie pour lui, d'écriture, et l'œuvre d'une vie pour un lecteur. Et voilà, je peux même pas expliquer tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai apprécié, tous les extraits qui m'ont marqué, tous les moments qui m'ont touché, toutes les thématiques que l'on peut rencontrer, c'est énorme. C'est comme un tableau, voilà, qu'on n'a jamais fini de regarder avec tous les détails, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est une œuvre qui compte en général, et c'est une œuvre qui compte pour moi maintenant, et qui m'a encore une fois beaucoup aidé, beaucoup soutenu, et passionné, et touché, où j'ai retrouvé beaucoup de moi, beaucoup de ce qui me tient à cœur, beaucoup de mes idées, de mes valeurs, de mes convictions, de ma façon de ressentir les choses. Donc ça fait du bien, ça fait toujours plaisir, toujours ce bonheur que j'ai en lisant de la littérature classique. Voilà, moi qui me sens parfois hors de ce monde, complètement à côté de la plaque, décalée, que le monde tourne complètement à l'envers, ben, quand je lis des œuvres comme ça, le monde tourne à nouveau à l'endroit pour moi. Ça y est, et je me sens à nouveau chez moi. Voilà, donc ouais, écoutez, donc je m'arrête là-dessus. Je vous remercie encore une fois de votre écoute, et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Salut les Happy Few.